Bonjour et bienvenue, je suis Karine Anselme, journaliste et auteure. Dans son livre « Les âges de la vie », Christiane Singer alertait « Celui qui n'a pas reconnu que la vie est incessante métamorphose n'aura pas sa part de miracle. Étranger tant au pays qu'il traverse qu'à celui qu'il convoite, il se verra, tout comme la femme de Lot qui rechignait à avancer, transformée en statue de sel. » Notre société perclue de conditionnements, de freins et de peurs nous donne parfois cette impression d'être transformée en statue de sel, à la fois à titre personnel et collectif. Ce podcast tentera de faire voler en éclats cette impression. Nous allons conjuguer l'évolution à tous les temps, sur tous les tons et sous toutes ses formes avec nos invités. Qu'il s'agisse d'évolution biologique, sociétale, organisationnelle et individuelle, et nous partagerons comment nous libérer de ces schémas qui nous limitent, afin de nous inscrire dans le mouvement du vivant. Nous accueillerons d'abord Christian Sachs, ce spécialiste de l'épistémologie et de l'histoire des sciences, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne et passionné par l'évolution biologique. Il l'aborde comme un trésor de philosophie, donnant à voir une nouvelle symbiose entre science et métaphysique. Stéphane Riot lui succédera. Alchimiste du changement et de la transformation, il est le fondateur de Novetera, écosystème d'experts et de chercheurs qui travaillent sur le monde de demain. Spécialiste de la régénération du tissu social et sociétal, il scrute les architectures invisibles pour lever les biais cognitifs intangibles qui sont autant de freins à la transformation des organisations et du collectif. Enfin, nous clôturons ce tour d'horizon sur l'évolution avec Philippe David Steller. Thérapeute extrasensoriel et acteur, sa vocation est d'être un révélateur du soi. Il met en lumière, pour mieux les transmuter, les rôles que nous jouons souvent à notre insu, hérités de nos lignées, de nos conditionnements, voire de nos vies intérieures, et qui limitent notre liberté et notre créativité d'être et entravent notre évolution. Allons dans l'élan du vivant. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant qui explore librement les frontières entre sciences, psychologie et spiritualité, au travers d'articles, enquêtes et outils pratiques jetant des ponts entre visible et invisible. Vous retrouverez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour nos abonnés. Il est aussi disponible en partie sur les plateformes classiques et via l'application Inexploré. Pensez à nous soutenir pour profiter de toute la richesse de l'univers inexploré en format papier et numérique. Christian Sachs est maître d'enseignement et de recherche en épistémologie et histoire des sciences à l'Université de Lausanne, mais il est surtout et avant tout passionné par l'évolution biologique. Je crois qu'il travaille également à l'École polytechnique de Lausanne. Il me confirme. Dans son ouvrage « L'évolution biologique, un trésor de philosophie », il glisse de la poésie pour parler de la magie du vivant. Organisés comme un archipel, les différents chapitres de cet ouvrage constituent autant d'îlots dans lesquels s'aventurer et se perdre. On y découvre de singuliers aspects de l'évolution darwinienne, des idées nouvelles et surprenantes sur l'émergence du vivant et d'étranges mystères sur le fonctionnement des organismes. On s'interroge aussi sur notre place d'humain dans cette symphonie vivante. Et le monde de nous apparaître plus merveilleux que jamais. Bienvenue Christian Sachs. Bonjour. Où en êtes-vous de votre évolution ? Vous voulez dire au sens carrière ? Et métaphysique aussi. Bonne question, je ne me suis pas préparé à une telle question. On poursuit toujours un peu son parcours un peu particulier où on ne sait pas à l'avance où aller exactement. Donc j'ai commencé mon doctorat avec une question très précise sur le réductionnisme qui met en place une relation ou la controverse entre la biologie et les sciences plus fondamentales. Et à la fin d'un doctorat, on est un peu devenu expert pour un débat très précis et on réalise qu'on veut un peu élargir son horizon. Et c'est un peu là où j'ai un peu découvert de plus en plus la théorie de l'évolution. Et je suis un peu tombé amoureux de ça. Et j'ai poursuivi à des endroits un peu différents des nouveaux débats. Et c'est un peu une sorte de culmination avec ces projets de livres dont on va discuter aujourd'hui. Mais on peut dire, juste pour faire un peu cette anecdote ou pour raconter un peu plus, en 2011, j'ai déjà rédigé un livre pour mes étudiants, une introduction à la philosophie de la biologie, un peu de manière classique, de manière très systématique. C'était un peu un livre un peu monolique. Et lors de mon congé sabbatique,
C'était un peu l'idée de faire une deuxième édition, ajouter certaines choses, couper certains chapitres. Mais au début de mon congé sabbatique, j'ai réalisé que, en fait, j'ai pas envie de juste faire une deuxième édition. Donc, j'ai pensé très différemment le projet de livre, qui est maintenant un livre avec plein de chapitres, mais on peut lire un peu très différemment. Et il a des chapitres qui sont en fait opposés. Mais le projet est devenu un peu trop grand pour un semestre. Finalement, ça m'a pris 4 ans. Mais mon éditeur m'a dit déjà après 2 ans, Christian, il faut quand même finir, non? Donc finalement, c'est juste la moitié qui se trouve en fait dans ce livre, parce qu'il fallait finir. C'est une partie de ce que je veux un peu mettre en place comme introduction à la philosophie de la biologie, avec un accent sur la théorie de l'évolution, mais il a en gros la moitié des débats qui manquent encore. Donc, je me trouve clairement pas à la fin de ma carrière. C'était le projet le plus intéressant de ma vie. C'est 4 ans sur le livre, mais il y a un autre livre qui va, j'espère, apparaître dans 4 ans, plus ou moins. Donc il va falloir qu'on se revoie dans 4 ans. Oui, c'est ça. Votre livre, justement, nous invite à voir l'évolution biologique comme un trésor de philosophie et nous incite aussi à réaliser une forme de symbiose entre science et métaphysique. Quelle est la nature de ce trésor et comment la philosophie et la métaphysique peuvent apporter un autre éclairage sur l'évolution? Très bien. Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait donner comme réponse, mais peut-être on peut commencer avec le fait que dans ces livres, il se trouve beaucoup des données un peu empiriques. En tant que philosophe des sciences, on lit d'abord un peu comme littérature primaire des articles philosophiques qui s'appuient bien sûr sur des données empiriques, mais souvent quand on commence, on lit juste la philosophie. Mais ce serait bien si, en tant que philosophe de la biologie, on est capable aussi de lire un peu des articles scientifiques. Et on peut dire qu'en philosophie de la biologie, les débats qu'il y a eu là-bas a un certain retard par rapport aux débats qui se trouvent chez les scientifiques. Souvent on dit 15-20 ans. Donc l'idée de ce livre est un peu de vulgariser beaucoup des choses qui sont en cours ou controversées parmi les scientifiques, faire une introduction à la lectrice, au lecteur, par rapport à certains détails surprenants qui font réfléchir, un peu pour que la lectrice ou le lecteur se dit pourquoi pas creuser moi-même un peu sur l'internet ou dans un article scientifique, parce que une fois qu'on a certaines questions philosophiques en tête, on peut lire des articles scientifiques. On n'a pas besoin de comprendre la dernière partie qui porte sur les méthodes statistiques, donc je peux rien dire non plus. Mais on peut lire avec des bonnes questions des articles scientifiques. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est la raison pour laquelle j'ai adoré ce projet. En lisant des articles scientifiques, on peut développer de nouvelles questions philosophiques. Donc c'est une sorte de ping-pong qui s'est mis en place. Et une fois qu'on creuse un peu dans le domaine biologique, on réalise qu'avec les schémas, les concepts, les structures métaphysiques classiques, souvent inspirées par la philosophie de la physique, on trouve très vite un peu des limites. Alors si on vient avec une sorte d'essentialisme aristotelien qui va peut-être très bien au niveau physique et chimique, on est biologique, c'est fini, ça marche pas. Et ensuite, on fait quoi avec? Est-ce qu'il faut changer quelque chose là-bas ou ici? Bref, ces livres, c'est quelque chose qui implique plus de questions que des réponses, en fait. Oui, mais c'est le but. Oui, d'ailleurs, vous l'avez construit, je trouve ça très intéressant, vous l'avez construit de façon non linéaire. Vous nous invitez, chaque chapitre porte une question, et vous nous invitez à une balade qui n'est pas forcément du premier chapitre au dernier chapitre. Cette circularité qui est quasiment ouverte, est-ce que c'est pour se mettre au diapason du vivant, qui est quand même organique et qui n'est pas forcément linéaire? Oui, clairement. Comment contribuer maintenant à votre réponse que vous avez donnée vous-même? De manière très schématique en philosophie, quand on pose une question et on répond et on donne des arguments en faveur de sa position, on se base sur certaines prémices. Donc, si vous partagez pas ces prémices, vous développez une autre position.
Donc l'idée est en fait ici que vous lisez un certain chapitre, mais si vous avez lu le chapitre 5 auparavant, vous vous donnez une autre réponse ou vous êtes beaucoup plus sceptique par rapport au chapitre en question. Donc l'idée est un peu de donner beaucoup de liberté à la lectrice et on se rend compte que peut-être vous étiez convaincu par le chapitre 3 et ce que j'ai développé là-bas. Mais une fois que vous avez lu 2-3 chapitres de plus, si vous revenez à ces chapitres-là, vous le lisez très différemment. Donc ça commence déjà avec le premier chapitre, il y a une certaine réponse qui est donnée, et peut-être c'est plus ou moins convaincante. Mais il est clair que si vous avez lu la moitié du livre, vous n'êtes pas convaincu par le chapitre 1. Mais c'est un peu à vous de réaliser ça et de faire des sauts, de faire des liens et de développer en fait votre réponse vous-même. Oui, il y a des passages secrets, un peu comme il pourrait y en avoir dans certaines théories sur l'évolution. Il y a des choses, des couloirs, des corridors qui se dessinent. Bah, c'est un peu l'idée de donner oui, des petites pistes cachées ou des messages un peu cachés à quelqu'un qui lit des choses très attentivement et qui est curieux de savoir comment faire, en fait, utiliser peut-être une partie d'un chapitre pour une autre partie du livre. Et oui, de juste motiver surtout le lecteur de réfléchir soi-même et de questionner finalement tout et de faire des transpositions dans certaines parties du livre. Il a 4 parties, parce que tous les 4 parties sont évidemment très liées. Il y a parfois des questions très analogues et similaires qui émergent. Et si par rapport à un certain débat qui porte sur la notion d'espèce, et on est convaincu que celle-ci ou celle-là, c'est peut-être une bonne piste de réfléchir par rapport à cette notion, on se rappelle peut-être plus tard, quand on lit la partie sur la notion de fonction biologique, que ah oui, c'est plus ou moins la même question, et peut-être en défendant une certaine position ici, on rencontre les mêmes problèmes, mais c'est un peu laissé au lecteur, en fait. Et vous avez évoqué dès le début les formes de débat qu'il peut y avoir autour de toutes les théories de l'évolution. Et où en est-on des guerres de tranchées? Et est-ce qu'il y a des nouvelles idées qui sont en train de voir le jour autour de l'évolution? Alors, à mon avis, ça va encore longtemps continuer, parce qu'on peut dire de manière très simpliste, tout a un peu commencé au niveau plus philosophique, comme on l'enseigne aujourd'hui avec l'œuvre de Darwin, même si bien sûr l'évolution et l'idée est émergée un peu avant. Mais c'est grâce à lui qu'on a vraiment une bonne argumentation qui s'appuie sur des données empiriques avec plein de cas d'études. Et si on fait maintenant juste une petite référence à Darwin lui-même, pour lui, dans son préface, il est clair que l'évolution biologique, c'est pas ça qui est extrêmement controversé. C'est plutôt l'explication de l'évolution biologique, et c'est ça qui est intéressant. Et sa proposition majeure pour comprendre et expliquer l'évolution biologique est le fameux principe de la sélection naturelle. Et quelque chose qui est en fait discuté régulièrement dans les livres est quelle est la force explicative de ces principes? Qu'est-ce qu'on peut expliquer avec et où on se trouve face à des limites, face à des questions? On se dit, oui, bien sûr, la sélection naturelle a joué un rôle majeur, mais c'est pas ça qui est suffisant et satisfaisant pour comprendre. Et une fois qu'on trouve un peu des cas limites, on réalise que la réponse pour bien saisir la complexité de l'évolution biologique demande beaucoup plus. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, quelque chose qui peut varier et prendre des directions très différentes en fonction des situations, des contraintes. Oui, c'est un peu la complexité qui vient ou qui devrait, à mon avis, qui fascine moi énormément avec l'évolution biologique. Donc au début, on pense, oui, l'évolution biologique, on a des fossiles, donc on a des dinosaures, on a lu un peu Darwin, c'est plus ou moins fait. Il n'a pas vraiment un grand controverse. Mais non, une fois qu'on creuse, c'est tellement fascinant, tellement complexe. C'est un peu une invitation de réfléchir différemment à l'évolution biologique. Oui, il y a des nouvelles approches ou des nouvelles idées qui sont récentes et qui viennent apporter un autre éclairage. Alors, il y a des parties qui sont pas traitées dans ces livres. C'est le deuxième projet de livre qui porte un peu plus sur des transitions majeures en évolution biologique.
Des questions qui portent sur le progrès. On peut poser des questions sur la limite d'une sorte d'approche néo-darwinienne qui est notamment un peu le sujet de ces livres ici. Donc, est-ce qu'on peut faire une sorte de petit retour vers Lamarck par rapport à certains détails dans l'évolution biologique au niveau moléculaire, etc., etc. C'est pas des questions qui sont traitées dans ces livres, c'est pour le deuxième projet de livre. Mais oui, j'étais aussi un peu surpris à découvrir que il a aucun débat qui est vraiment close. On connaît des débats qui sont peut-être un peu classiques. Quelle est la notion d'espèce? Quelle est la notion de fonction biologique? Sélection naturelle, comme vous l'avez dit. Sélection naturelle, l'ancêtre commun. Mais ça reste plus ou moins non controversé si on ne creuse pas. Mais dès qu'on creuse, ça devient... Disons, il faut pas lire le livre et être déçu à la fin parce que c'est complexe. Il faut avoir une sorte d'attitude, d'approche très différente. Il faut être inspiré par la complexité et par le fait qu'il n'a jamais des réponses 100% satisfaisantes. Et c'est ça votre quête, c'est d'aller creuser cette complexité, d'aller voir justement ce qui est peut-être moins consensuel? Oui. Alors, déjà saisir la complexité au niveau biologique, c'est pas évident dans tous les petits débats qui sont un peu tranchés, discutés dans ce livre. Mais faire une sorte de traduction conceptuelle, de résumé au niveau conceptuel, philosophique, la complexité, ça vient avec une sorte de changement ou rupture des paradigmes. Comme j'ai un peu dit au début de notre interview ici, les concepts et la structure métaphysique qu'on peut adopter ou qui est un peu le mainstream par rapport au domaine physique et chimique, ça marche pas très bien au niveau biologique. C'est trop dynamique. L'évolution implique la mort de l'essentialisme, on dit souvent. Mais juste parce qu'on peut critiquer une certaine approche métaphysique par rapport au domaine biologique, est juste la première partie du travail. On peut se mettre d'accord qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, mais c'est pas encore clair quelle est un peu l'alternative. Comment saisir et penser la complexité qui existe au niveau biologique. Donc ici, avec le livre, vous avez un peu, en tant que lectrice-lecteur, des pistes de penser différemment la complexité, mais je dois aussi tout de suite dire que moi-même, je suis pas encore 100% au clair de comment penser et conceptualiser la complexité. C'est ça. Ouais. Le philosophe Gaston Berger disait la vie, c'est le passage. Dire qu'elle est passage revient à dire qu'elle est action. Est-ce que l'élan, le mouvement du vivant, le propulse-t-il toujours vers l'avant ou est-ce que vous avez pu observer avec votre recul des couacs, des blocages, des arrêts, voire des retours en arrière dans l'évolution du vivant? Très bonne question. Un peu difficile à répondre, mais mon intuition est qu'il n'a pas une direction claire, il n'a pas quelque chose comme un pas vers avant. On dit par contre souvent qu'on ne fait pas des pas en arrière. Donc si on retrace un peu l'évolution d'une certaine espèce, d'une certaine famille, avec des ancêtres précédentes, on ne va pas retourner vers l'arrière, mais c'est pas exclu, c'est juste tellement improbable. Dans quelle direction, quelle est la direction d'une espèce dans la suite? Ça dépend un peu des interactions causales, du contexte environnemental. Et disons, à mon avis, il n'y a aucune direction. On peut simplement dire, bien sûr, nous, on est un peu plus grand et plus complexe que les premiers organismes, mais on ne peut pas dire que on est plus avancé ou on a une sorte de force, élan vital du vie plus développé que ça, en fait. C'est pas non plus vraiment bien développé dans ces livres-ci, mais peut-être juste pour vous donner une idée, une vision simpliste de l'évolution est que, si vous résumez 4 milliards d'années, c'est en fait une adaptation après l'autre. Il y a un peu de mutation génétique qui émerge par hasard, la sélection naturelle fait un peu le filtre, waps, c'est une bonne mutation émergée, et ce qu'on avait, ce reste, et nous, on est en fait l'accumulation de, je sais pas, 125 000 adaptations qui sont émergées l'un après l'autre.
Mais peut-être c'est pas la bonne vision pour saisir la complexité de l'évolution. On peut dire quasi le contraire. Au début, on a des organismes qui sont quasi autonomes, qui peuvent faire tous eux-mêmes, qui ont un métabolisme qui est quasi complet, qui n'ont même pas besoin des photons du soleil, qui font tout. Et ensuite, il y a des organismes qui sont un peu mutés, qui ont perdu un gène, qui ont un gène un peu défectueux. Mais au lieu de disparaître un peu comme les dinosaures, ils ont commencé à manger les organismes qui font encore tout. C'est un peu une vision différente. On perd constamment des fonctionnalités, mais au lieu de disparaître, on exploite les autres qui le font encore. Et c'est une autre manière de voir un peu le réseau au niveau écologique. Donc nous, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Raison pour laquelle on mange du pain au chocolat. Voilà. Et est-ce que justement, cette espèce que nous sommes, qui ne peut pas tout faire, est-elle appelée à disparaître? Bon, par rapport à notre espèce, je n'ose pas de faire des prédictions. Mais la vie, bien sûr, va pas disparaître. C'est juste, on a régulièrement dans l'évolution des cas relativement catastrophiques où une grande partie des espèces disparaissent. Donc, les extinctions de masse, c'est quelque chose comme 95% des espèces disparaissent, mais jamais toutes les espèces. Donc, on peut dire, après une extinction de masse, peut-être les schémas au niveau macro changent un peu. Et pour revenir un peu par rapport à ce que j'avais dit un peu avant, il n'a pas de direction claire. Ou disons, et mon intuition par rapport à ce que je sais, mais il me faut aussi creuser un peu plus. Donc je suis pas encore au clair dans ces débats sur les transitions majeures et la question très controversée du progrès. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose comme des quasi-inévitabilités qu'on trouve un peu dans les 4 milliards d'années d'évolution? Vous avez parlé de l'influence de l'environnement, l'apport de l'épigénétique qui étudie justement cette influence de l'environnement, des modes de vie, mais aussi de nos histoires personnelles sur l'expression des gènes, modifie-t-il le regard sur l'évolution biologique? C'est-à-dire que quand on sait qu'une trace, par exemple d'un trauma, peut rester engrammée dans notre génome, est-ce que ça apporte une autre vision de l'évolution? À mon avis, ça change à la fois pas grand-chose, à la fois beaucoup. Ça change surtout quelque chose par rapport à la simplicité qu'on pense au début par rapport à l'évolution biologique. Donc, l'idée hyper simpliste est qu'il y a un gène qui code pour une protéine. Il faut identifier tous nos 25 000 gènes et savoir combien de protéines on peut coder, produire, dans quelle phase développementale. Mais finalement, ça ne suffit pas pour expliquer tout. Et peut-être pour tout de suite faire un peu le cadre un peu plus large, l'évolution biologique qui se base sur des mutations génétiques ou les filtres et la sélection naturelle, c'est quelque chose qui prend énormément du temps. Donc, si vous réfléchissez maintenant de manière métaphorique et un peu erronée, qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer un peu les choses, pour devenir plus flexible? C'est bien, en guillemets, d'avoir des mécanismes qui permettent une adaptation beaucoup plus rapide qui a lieu peut-être lors d'une vie. Donc, oui, une modification épigénétique, un peu dans le sens, penser à une modification épigénétique, c'est rien d'autre que une régulation plus flexible de l'activité des gènes, donc éteindre un gène, activer un gène ou modifier un peu son expression. Ça fait beaucoup de sens. Vous pouvez utiliser ça comme une autre manière de devenir plus flexible à des changements environnementaux qui sont parfois très rapides. Donc, non, pour répondre encore une fois à la question, pour moi, ça ne change pas trop de choses. Sauf que, bien sûr, c'est quelque chose qui complémente et qu'il faut ajouter à quelque chose que vous trouvez dans l'œuvre de Darwin. Mais juste, de nouveau, c'est juste, on va complexifier les choses
mais ça ne met pas en question l'idée principale de l'évolution biologique et le principe de la sélection naturelle. C'est ça. Et si je vous demandais de résumer l'évolution biologique, donc vous avez parlé de ces 4 milliards d'années, en un seul dessin, à quoi ressemblerait-il, à quoi ressemblerait cet arbre de vie que vous dessineriez? Non seulement avec vos connaissances, mais aussi peut-être avec votre expérience de vie et votre créativité. Il serait comment votre arbre de vie? Alors déjà très coloré, avec une croissance bien sûr des nombres des espèces, si on reprend un peu les 4 milliards d'années, mais avec des épisodes comme la fameuse explosion cambrienne où vous avez une explosion des formes de vie, des bioplantes, des designs très bizarres et très surprenants, où on peut penser pourquoi la vie n'a pas continué comme ça. Parce que lors de cette phase, il y a aussi plein d'embranchements majeurs qui sont un peu éteints. Donc, on va... Beaucoup de contingences, si on réfléchit, c'est bien sûr difficile de faire un dessin qui souligne cette contingence et la fragilité et la dépendance du contexte dans cette image. Donc finalement, quand vous dessinez un arbre de la vie qui résume les 4 milliards d'années d'évolution, vous avez juste un seul arbre qui contient peut-être pas de manière explicite les possibilités qu'on a un peu loupé ou raté pour des petits accidents et hasards. Il serait peut-être plus nuancé à ce moment-là. Il y aurait peut-être des plus petites formes de branches. Oui. Disons, c'est une jolie question dans le sens où je ne sais pas comment dessiner la fragilité dans un arbre de la vie, mais il faut trouver un joli moyen pour... parce que c'est bien de faire des dessins un peu pour accompagner une sorte d'analyse sur des mots. Ça donne toujours une autre approche. On pense différemment une fois qu'on a des couleurs et des schématisations. Ouais. Et au fil de vos recherches, puisque c'est quand même 4 ans de travail, et puis tout ce qu'il y a aux alentours, qu'est-ce qui vous a le plus saisi, le plus émerveillé? Et est-ce que cet émerveillement que l'on sent dans le livre, qui vraiment pointe, est-ce que cet émerveillement peut permettre de prendre soin du vivant? Très jolie question. Moi, je commence de nouveau un peu avec presque une anecdote. L'ancien livre, j'étais assez content, mes étudiants étaient contents parce que finalement, il y a un livre qui est en français et pas en anglais. Et donc, c'est bien pour enseigner et pour mes étudiants au niveau bachelor. Mais j'ai réalisé aussi avec un certain recul, c'était un peu ma vision un peu réductionniste, génocentriste, simpliste. Il faut donner plus d'espace à des voix opposées, à des visions différentes par rapport à ce que j'ai un peu défendu. Donc, c'était vraiment un peu le but de lire plus attentivement des positions opposées. Et en faisant cette lecture, j'ai réalisé que, ah oui, mais ils ont raison aussi, dans un certain sens. On peut vraiment rendre plus fort une position opposée et même pas cacher ça dans le sens où maintenant il faut décider à la fin d'un chapitre qui a raison, mais donner de nouveau au lecteur un peu des moyens pour décider soi-même, pour réaliser qu'il y a une tension qui persiste. Donc, ça m'a beaucoup fasciné et émerveillé de grandir moi-même en intégrant un peu des voix opposées et des positions différentes. Et je pense ça, peut-être c'est un peu far-fetched maintenant, un peu trop loin, mais je pense que c'est bien pour quelqu'un qui aime bien la philosophie, qui est fasciné par les sciences naturelles, de se mettre régulièrement en question. Parce que c'est pas évident de réfléchir quel est vraiment un paradigme, un point de vue différent qu'on n'adopte pas. Trop souvent, on est un peu inconscient de dans quelle mesure on réfléchit, on pense pas à des alternatives. Et là, c'est une invitation de se questionner beaucoup. Et si on a un peu cet regard autocritique, c'est pour le bien de tout le monde. Un scientifique, on dit toujours qu'il faut se questionner. Et souvent, on apprend que les scientifiques le font toujours. Mais peut-être avec une certaine expérience de 20-30 ans, on réalise que c'est malheureusement, cet regard critique, c'est pas toujours
appliqué à la lettre. Donc, peut-être il faut rester modeste, questionner soi-même, être ouvert par rapport à l'identification de ses propres points faibles pour avancer. Donc, au lieu de cacher ses points faibles dans sa position, de juste prendre ça comme invitation d'avancer, mais communiquer et dialoguer avec les autres. Et dans l'ouvrage que vous m'avez fait parvenir, j'ai adoré votre dédicace qui était écrite en minuscules dans un recoin de page avec un smiley. Elle aurait pu passer inaperçue. Elle est venue titiller quelque part ma curiosité et je me demandais si une forme d'humour, de curiosité, de poésie, est-ce que ce sont des alliés pour quelqu'un comme vous qui est à la recherche des racines du vivant, de l'évolution ? Oui, alors clairement, la curiosité, disons. J'espère que jusqu'à maintenant, c'est déjà devenu assez clair. Oui, l'humour aussi, disons. Peut-être que je suis un peu, pas bizarre, mais je me perds quand je fais ma recherche avec ma musique que j'écoute. Et je me cache dans un café à Lausanne et je lis et je mets sur place des choses. Et à un moment donné, j'aime bien de donner un peu des exemples un peu absurdes. Il y a des choses qui sont conceptuellement difficiles. Je demande beaucoup aux lectrices, aux lecteurs certains passages, on ne peut pas très vite lire. Il faut le lire plusieurs fois. C'est pas toujours clair ce que j'ai écrit avec mon français, un peu allemand et cryptique en partie. Donc pourquoi pas alléger un peu les choses. Donc, mais c'est pas juste pour faire une blague. Il y a souvent des exemples un peu absurdes qui a un peu un message qui Je les trouve réfléchit. profond, justement. Oui, c'est un peu... Et moi, j'ai adoré ça. Peut-être aussi parce que c'était cette période avec la pandémie, donc il faut faire un peu... Il faut alléger. Oui. Et vous écoutiez quoi comme musique ? Souvent la musique des films, des soundtracks, donc Hans Zimmer pour les films d'Interstellar, je pense que je l'ai mis... J'ai écouté 500 fois, je pense, l'album au plus, et j'ai arrêté de compter. Donc, il a des chapitres qui sont pour moi connotés avec un album de musique. Donc, L'explosion cambrienne, j'ai entièrement écrit avec Hans Zimmer. Donc, d'ailleurs, en prenant le TGV à Paris, je me suis dit, mais je peux réécouter Hans Zimmer. Ouais, c'est bien. Vous dédiez ce livre à celles et ceux qui continuent à chercher des îles nouvelles. Quelles sont celles auxquelles vous aspirez ou que vous voyez se profiler ? Alors, je ne suis pas encore 100% sûr quelle est finalement la structure finale de mon prochain livre. Il y a un peu des débats classiques qui seront mis en place sur le réductionnisme, qui va finir sur une discussion des systèmes complexes, ça c'est déjà clair. Il y a un peu des choses que j'ai déjà mentionnées, les transitions majeures, la notion d'individu biologique, comment définir, quel est le lien avec la notion d'organisme, des débats classiques mais toujours fascinants sur l'altruisme biologique, aussi le libre arbitre, etc., etc. Mais ce qui me fascine maintenant, et qui a peut-être aussi un peu retardé la finalisation, la rédaction de mon livre, c'est un peu un débat nouveau pour moi qui porte sur l'évolution des chromosomes sexuels, où je me suis posé plein de questions qui m'ont un peu intrigué, et c'est vraiment quelque chose où mon intuition a dit que là, il faut vraiment creuser. C'est juste malheureusement complexe sur le niveau mathématique, et je dois vraiment prendre encore beaucoup de temps, mais c'est vraiment une île que je veux bien développer et creuser. Mais peut-être ça devient même encore un livre à part, je ne sais pas encore. Mais disons, l'évolution des chromosomes sexuels, c'est quelque chose qui peut-être a inspiré par un regard contemporain dans un débat un peu plus sur le genre, le féminisme, etc., etc. Mais au lieu de prendre position exacte par rapport à ces débats dans notre société, j'ai un peu l'impression que dans ces débats, il y a beaucoup de gens qui bloquent presque de manière catégorique de s'informer du point de vue biologique. Un peu comme si, parce que, avec raison, souvent on exploite un peu des données ou des théories biologiques pour défendre, justifier quelque chose qui finalement ne devrait pas être défendu. Mais
mon attitude et mon approche est que mieux de s'informer plus ce que est clair ou ce qui est discuté ou ce qu'on a trouvé les dernières années au niveau biologique, mieux d'être informé de son ennemi de manière métaphorique pour développer et défendre sa propre position. Et ce que j'ai un peu trouvé, c'est des choses relativement fascinantes sur l'évolution des chromosomes sexuels, X, Y, etc., qui impliquent une dynamique, une non-symétrie qu'il faut bien comprendre et qui n'est pas encore 100% compris, à mon avis, au sein de la communauté biologique. Donc, il y a un débat en biologie qui porte sur l'évolution des chromosomes sexuels, qui est extrêmement fascinant. Et si on connaît un peu le débat sociétal, on peut faire des liens. Donc, je ne veux maintenant pas faire un raccourci comme l'évolution biologique des chromosomes sexuels pourrait expliquer pourquoi on avait un patriarcat en France. Ça, non. Mais il y a des choses qui font réfléchir et je trouve ça extrêmement fascinant. Bien sûr, c'est délicat comme sujet. Donc vous restez de nouveau dans cette forme d'ouverture qui est la vôtre, où vous ouvrez des pistes plutôt que de les refermer. Oui, j'aimerais bien informer la lectrice et le lecteur avec des choses qui sont faites en recherche biologique. Et ensuite, quelqu'un qui a un peu un regard plus philosophique, qui aime bien poser des questions, a beaucoup de nourriture. Et ensuite est invité à creuser un peu soi-même et développer sa propre position. Donc je vais pas écrire quelque chose sur l'évolution des chromosomes sexuels pour ensuite défendre X ou Y. X, Y, ça tombe mal. Ou bien, non, c'est de nouveau au lecteur de se former sa propre position. Eh bien, donc on reviendra pour parler de ça, donc peut-être dans 4 ans. Volontiers. J'ai dit 4 ans. Peut-être je devrais accélérer un peu les choses ou au contraire, je sais pas. Il faut prendre le bon temps pour des projets comme ça, j'aime bien. D'ailleurs, merci à mon université de me donner autant de liberté dans la recherche. C'est précieux. C'est un cadeau, oui, c'est précieux. Donc pour nos auditeurs qui seraient intéressés, votre ouvrage « L'évolution biologique, un trésor de philosophie » qui nous invite à cette symbiose entre science et métaphysique est paru chez EPFL Press, qui est en fait une maison d'édition universitaire, mais que l'on peut trouver facilement. Merci Christian d'être venu jusqu'à nous et je vous dis à bientôt alors pour de nouvelles aventures biologiques. Merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Notre invité naît en Bretagne, à proximité des marais salants. En d'autres termes, il devient le confident, en quelque sorte, des amours mystérieuses du soleil et de la mer et du flux des marées. Son père, lui, était maître du feu à Font-de-Cale, sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, tandis que son grand-père, agriculteur, lui apprenait en même temps que l'amour de la terre à trouver l'eau à l'aide de baguettes de sourcier en se connectant à l'eau en soi. Sa tante, elle, passait le feu. C'est dire s'il est intime avec l'alchimie de la transformation, voire de la transmutation. Après des études de langue et de commerce international, il devient consultant en intelligence économique pour de grandes firmes, jusqu'à ce jour de septembre 2001, où vivant à Manhattan, il voit s'écrouler les tours jumelles et d'une certaine manière les certitudes et le monde ancien dans un torrent de feu et de larmes. Il y voit la manifestation du déséquilibre des éléments, en nous et autour de nous. Il va alors décider d'accompagner le changement des individus, organisations, entreprises, vers ce nouveau monde qui vient, en fondant Novetera. Aujourd'hui, il avance encore un pas plus loin dans ce processus d'évolution initiatique, comme il va nous le révéler. Stéphane Riot, bonjour. Bonjour Karine. Tout d'abord, merci d'avoir interrompu votre Novetour, puisque vous êtes nomade actuellement. C'est ça. Et je voulais voir dans cette exploration du monde qui vient, qu'est-ce qui vous frappe? Et est-ce que vous observez sur le terrain le passage, en tout cas souhaité, d'une aspiration au changement vers une action qui transforme? Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça que je suis parti. Donc j'ai quitté Paris, en effet, il y a quelques semaines déjà. Et mon intention, c'était de me dire, je constate qu'on parle beaucoup de l'arbre qui tombe, de tout ce qui se délite, de tout ce qui s'écroule. Et j'avais l'intuition forte qu'il y a quelque chose, en effet, qui est en train d'émerger. On ne parle pas assez de la
la forêt qui pousse, en effet, et qui est très silencieuse, notamment dans les médias. Et je me suis dit, voilà, je vais aller rencontrer ces novétériens, novétériennes, puisque mon entreprise s'appelle Novéterra. Donc, ce sont des acteurs de changement qui, silencieusement, mais avec une vraie conviction dans l'action, contribuent au monde de demain par leurs pratiques différentes, leurs métiers différents, leurs relations aux autres, leurs relations à la matière, leurs relations à la nature différentes. Et ce sont des gens qui, pour moi, contribuent à la réinvention de nos modèles de vie, nos modèles de société, nos modèles de vivre ensemble et nos modèles économiques, nos modèles d'organisation. Et forcément, moi, j'avais envie de voir ça sur les territoires. Et voilà, j'ai cette intuition forte que la réinvention, la transformation de nos modèles va se vivre au niveau local, au niveau territorial, parce qu'on a besoin de sentir, comme dans un modèle naturel, de sentir un écosystème. C'est par la connexion des éléments dans un écosystème qu'on peut vraiment se réinventer. Il y a beaucoup de grosses entreprises internationales que j'accompagne et je vois que le changement n'est pas assez manifeste. Mais par contre, l'inspiration de la transformation, moi, je la sens très fort dans les territoires, dans les gens qui, ensemble, contribuent à petite mesure à des changements de modèle. Et vous allez partir combien de temps ? Je ne sais pas. Je suis parti à Noël 2022. Je ne sais pas combien de temps ça va durer cette histoire. Et là, en tout cas, ce que je constate, c'est que ceux à qui j'en parle, depuis que je l'ai annoncé, je suis appelé, mais partout. Il y a un nombre incalculable de gens qui me disent viens chez moi, viens dans mon coin. Il y a des pépites dans mon quartier, il y a des pépites dans mon territoire. Viens les rencontrer. Je vais te montrer que là où je suis, il y a des gens, des novétériens, des novétériennes. Ce sont des gens qui travaillent avec une nouvelle conscience, avec une approche sensible, voire spirituelle. En tout cas, ils ont un sens de leur métier. Ils ont un comportement d'intelligence collective, d'intelligence relationnelle, de solidarité, d'humanité sur ce territoire-là. Et je pense qu'on est dans un moment de notre actualité, de notre humanité, où on a besoin de ce genre de valeurs collectives pour se réinventer. Et ça se fait relativement à bas bruit, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des frémissements, qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans les territoires, mais on a l'impression que ça ne connecte pas du tout avec ceux qui nous dirigent. Oui, tout à fait. C'est pour ça que, voilà, je disais, on parle plutôt de l'arbre. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.